plaisir de pouvoir y répondre, de tenter d'y répondre avec un panel de choix. Euh, pour l'instant, trois, mais normalement quatre invités de marque au profil et aux compétences différentes qui sont, selon nous, indispensables à la bonne compréhension de la discrimination à l'embauche. Donc, ces invités sont tout d'abord, il y a Orchidée Doudi-Miché, Fatima Zibou, Bernard Clairfailly ainsi que Farid Attar, que j'aurai le plaisir de vous introduire un par un au fil de cette présentation. Et pour revenir sur le déroulement de ce webinaire, le webinaire va se dérouler en trois parties. Il va tout d'abord se dérouler avec une présentation dans l'ordre cité précédemment de tous nos intervenants, voilà, des présentations de 10-15 minutes. Après cela, on aura une pause de quelques minutes pour voilà, les besoins, les cafés, tout ce qui nous demande quelques petites minutes de break. Et dans un second temps, on reviendra, nous, groupe de travail d'Amnesty International ULB, avec quelques questions afin de compléter les différentes présentations. Et dans un troisième temps, vous, le public, vous aurez la possibilité de questionner directement les différents intervenants qu'on accueille aujourd'hui. Pour ce qui est des détails pratiques, je me tourne vers Adil. Je lui laisse la parole. Déjà, bonsoir Yves Bernard. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Donc, je rappelle juste rapidement qu'il y a donc plusieurs personnes. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes. Je rappelle juste que les vidéos et les sons de celles et ceux qui ne participent pas directement, c'est pour tout à l'heure parce que ça risque de créer des confusions de voix et c'est mieux d'éviter. Donc, comme par tout de suite là, il y a quelqu'un qui est en vidéo, vaut mieux, monsieur, je ne sais pas qui, d'éteindre votre caméra. Voilà, donc les problèmes techniques, c'est comme ça arrive. On va essayer de les gérer au mieux. En tout cas, pour ce qui est des interventions de vous, le public, je vous invite à écrire des messages pendant que chacune et chacun intervient. N'hésitez surtout pas, vous aurez un temps de parole. Ça aussi, c'est très important. Vous pouvez vous montrer en vidéo, il n'y a pas de souci. Vous voyez ici en dessous de moi qu'il y a des enregistrements qui se font. Ces enregistrements ne seront faits que pour les interventions des intervenants. Pour ce qui est des échanges de donc la partie 1 et 2, donc ça sera essentiellement des échanges. Là, on n'enregistrera pas. C'est entre nous, c'est une conversation. On n'a pas besoin de faire de la pub de ce genre de conversation. En tout cas, le reste, ça, il y aura cette trace parce qu'on a toujours besoin d'une petite trace. Voilà, donc je vous souhaite un bon début. Et puis je serai là derrière et puis je vous laisse avec Eden qui vous présentera la partie message. Alors, comme mon ami Adil vous l'a bien dit, vous savez tous plus ou moins comment marche un chat Zoom et il est à votre entière et pleine disposition pour poster vos éventuelles questions tout au long de ce webinaire. Dans la deuxième partie du webinaire, comme on vous a présenté, nous reprendrons alors vos questions pertinentes et nous les poserons aux divers intervenants ou de manière générale à tout le monde si vous le souhaitez. Alors, pour des questions un peu plus pratiques, je serai un peu la matrone de ce webinaire, puisque c'est moi qui ferai des petites remarques de temps en temps si quelqu'un a malencontreusement allumé son micro ou sa caméra pendant le webinaire. Et je serai aussi là pour gérer un peu le temps de parole pour essayer que tout le monde ait bien l'occasion de s'exprimer et qu'il n'y ait pas des personnes qui s'expriment petit peu trop longtemps, ça arrive quand on est passionné. Je serai un peu là pour calmer les ardeurs de certains. Voilà. Et je vais donc maintenant passer la parole à Romain, qui va vous présenter la première intervenante qui pourra vous planter le décor de ce webinaire. Voilà, merci Eden. Donc, les présentations sont faites. Je vous propose dès lors de commencer ce webinaire et j'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir et de saluer Orchidée Doudi-Miché. Bonjour Madame Doudi-Miché. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vous remercie d'abord de m'inviter à ce webinaire. C'est toujours intéressant de voir rencontrer des gens, même si la situation ne le permet pas toujours. En tout cas, on a des moyens pour le faire. Alors, je vais un peu parler de moi pour vous planter le décor, effectivement. Donc, en parlant de plantes, je m'appelle Orchidée. Donc, je suis
psychologue du travail. Je suis assistante et doctorante à la faculté de psychologie du travail, à la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation, dans le centre de recherche de psychologie du travail des organisations et économiques. Et donc, dans ce cadre-là, je fais une thèse, mais j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus tard. J'ai aussi une autre casquette. Je travaille aussi dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle et plus précisément par rapport à la formation en tant que formatrice des personnes qui se destinent à devenir aide-soignante ou aide familiale ou encore auxiliaire de l'enfant, c'est-à-dire plus ou moins le même métier que péricultrice. Alors, l'objectif vraiment aujourd'hui, c'est pas de vous balancer beaucoup de théories, parce que je pense que la discrimination, pour bien la comprendre, il faut effectivement avoir un œil plus intérieur. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de vous proposer des témoignages avec certains aspects théoriques, mais voilà, suffisamment pour que vous compreniez d'où vient la discrimination et pourquoi il faut y être attentif et attentive. Mais c'est surtout pour vous permettre d'avoir des témoignages et avoir aussi votre écho, comment vous voyez les choses sur base de ce que vous entendez, mais aussi sur base de ce que vous avez peut-être aussi vécu en tant qu'étudiant ou en tant que jobiste. Alors, je vais lancer mon PowerPoint. Tout le monde le voit bien? Oui. Oui, ok. Alors, quand on parle de droits humains, c'est intéressant effectivement de se dire, bah, tiens, Amnesty International, les droits humains, c'est important de voir finalement quel est le lien qu'on peut faire entre discrimination à l'embauche et les droits humains. Il est clair qu'on ne peut pas parler de vie décente, on ne peut pas parler de vie humaine sans avoir un minimum. Et ce minimum, effectivement, on le voit par rapport à l'enseignement, on le voit par rapport au logement, on le voit par rapport aussi aux médias. Quand il y a une discrimination qui est présente, il y a effectivement pour certains et certaines des personnes qui rencontrent cette discrimination, qu'elle soit liée au logement ou à l'enseignement ou aussi à l'embauche, comme on va en parler aujourd'hui, et il y a effectivement une privation de leurs droits humains. Et donc, c'est important de faire ce lien-là. Alors, quand on parle aussi de discrimination, j'en ai cité quelques-unes ici, mais il y en a bien d'autres. Il y a aussi effectivement tout ce qui est lié aussi, comme on l'a entendu, et je ne veux pas entrer dans la polémique, mais par exemple, tout ce qui est lié à la couleur de peau, Black Lives Matter, ou bien les émeutes qu'il peut y avoir par rapport justement au fait qu'on a l'impression que certaines populations ont l'impression d'être privées du droit de citer, mais citer dans le sens d'être dans la ville, d'être dans la cité. Et donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui doit être défendu. Alors, je vais aborder tout d'abord la question de l'handicap, parce qu'en fait, j'ai l'impression, de manière empirique, que c'est quelque chose dont on entend un peu moins parler que d'autres types de discrimination, et qui pourtant est tout aussi violente. Alors c'est vrai que ce sont des personnes que l'on voit moins aussi dans la sphère publique, mais aussi au travail. Et pourquoi on ne les voit pas suffisamment? Mais parce qu'il y a effectivement la question de la discrimination qui est là. Donc je vais lancer les témoignages et je vous invite après vraiment à prendre la parole via le chat et vraiment à débattre, puisque comme je vous le disais, l'intérêt, c'est que vous puissiez comprendre la discrimination en vous basant sur les témoignages, mais n'hésitez pas aussi à apporter le vôtre. Quand on parle de travail pour handicapés, en premier lieu, je pense à discrimination. C'est super chiant de devoir se justifier à chaque fois. Ça nous limite à un handicap et derrière, il y a une personne. Je m'appelle Fred, j'ai 40 ans. Je m'appelle Caroline, j'ai 37 ans. Je m'appelle Christine Nancy, j'ai 30 ans. Je suis paraplégique avec un plexus brachial et une amputation. J'ai une maladie très rare qui s'appelle la maladie de Wilson et je tremble. Je suis née en fait avec une paralysie oculomoteur, c'est-à-dire que je ne peux pas bouger les yeux de haut en bas et je suis née aussi malvoyante. Quand tu me parles de handicap et travail, je pense surtout à un peu d'ignorance de la part des autres. Quand tu es face à l'inconnu, la plupart du temps, tu as peur. Les personnes handicapées, je trouve qu'elles ne sont pas encore intégrées, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a encore du mal.
On juge souvent par rapport aux apparences et le handicap fait peur. Donc régulièrement, on est confronté à de la discrimination. À chaque fois, par exemple, lors d'un entretien, ça se passe vachement bien, j'envoie mon CV, on me dit « Oh, il est génial ton CV !» Et après, quand ils m'ont face à face, quand je préviens pas que j'ai le handicap, tout d'un coup, ils se renferment un petit peu. Il y a de la méfiance par rapport au fait d'avoir peur qu'on soit tout le temps malade, tout le temps absent ou autre, ou alors ne pas être pris au sérieux quand il y a vraiment un problème de santé. Il m'est arrivé de bosser pour une grande enseigne, magasin de sport, et du coup j'ai eu un problème de santé, un gros problème de santé, un escar. J'ai mis un premier arrêt maladie de 15 jours, puis un deuxième, et mon patron était persuadé qu'en fait je grugeais, et donc au fur et à mesure, on m'a mis la pression pour que je prenne la porte gentiment, quoi, sans faire d'esclandre. Clairement, je me suis fait mettre dehors à cause de mon handicap. Par exemple, une fois, il y avait un site internet, son public était LGBT. Et je me suis dit, c'est super, je vais envoyer mon CV parce que LGBT, la diversité, tout ça, peut-être ils vont être ouverts à travailler avec une personne comme moi. Et j'ai eu une réponse, merci beaucoup Caroline, est-ce que tu peux m'envoyer un lien où on puisse voir des photos ou des vidéos où on te voit, quoi. C'est la façon gentille de demander une photo pour voir s'il me manque une oreille ou si je suis en fauteuil roulant, un truc comme ça. J'ai envoyé le lien. Après, j'ai jamais eu de réponse. Souvent, ça fait peur aux gens dans le sens où on ne sait pas comment gérer la chose si on ne connaît pas. Par exemple, pour l'aménagement de poste de travail, on ne sait pas si ça va être compliqué, si ça va coûter cher. Souvent, on ne sait pas qu'un employé handicapé coûte 2 fois moins cher qu'un employé traditionnel en termes de charges. C'est super chiant de devoir se justifier à chaque fois. Voilà, je tremble, mais c'est pas que je suis une névrosée ou je suis une folle. C'est complètement stupide de juger une personne par rapport à son handicap parce que cette personne-là, en fait, elle a des compétences, des qualités. Moi, je considère que j'ai pas d'handicap. Je suis née avec, j'ai évolué avec, je me suis construite avec. Le handicap n'est pas handicapant en soi, c'est la personne qui est en face qui peut le rendre handicapant. Donc voilà, ce que j'aime bien dans cette vidéo, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais, vous vivez la discrimination de l'intérieur. Et j'aimerais avoir, si quelques-uns ont envie de partager leur réaction par rapport à cette première vidéo, que soit ce soit en prenant la parole, soit via le chat. J'en profite pour rappeler à tout le monde de ne pas hésiter à participer dans le chat, puisqu'on se chargera de relayer les questions éventuelles ou les réactions éventuelles. Donc, n'hésitez pas. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que par rapport à cette discrimination, il y a 3 choses qu'on peut relever par rapport à ce qui a été dit. C'est qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà faites. Il ne faut quand même pas toujours jouer les Cassandres, voir les choses négatives. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Encore beaucoup de choses à faire. Parce que quand on regarde effectivement son environnement professionnel, pour vous qui êtes jobiste ou qui travaillez effectivement comme salarié ou indépendant, c'est important de voir que finalement, toutes les catégories sociales ne sont pas reprises, et alors qu'elles ont le droit d'être dans tous les différents types de métiers. Et c'est ça aussi dont il faut être conscient, c'est qu'en fait, ce qu'on ne voit pas, les gens qui ne sont pas au travail, ces catégories sociales qui ne sont pas au travail, ce sont des catégories sociales qui sont empêchées de pouvoir s'insérer, de pouvoir s'intégrer de manière globale, alors que c'est un droit, c'est leur droit. Autre élément aussi qui est intéressant dans ce que disait la jeune fille, la dernière personne, c'est qu'en fait, l'handicap, c'est en fait dans le regard de l'autre. C'est pas elle qui se sent handicapée. Tout comme le fait d'être âgée, tout comme le fait d'être une femme, tout comme le fait d'être une personne d'origine étrangère. Voilà, c'est dans le regard de l'autre que l'on est étranger et que de ce fait, cette différence est considérée comme quelque chose qui n'a pas le droit d'exister au même titre que d'autres différences. Et c'est ça qui est important aussi, c'est vraiment de se dire que finalement, c'est notre regard qu'il faut changer. Et quand je dis le nôtre, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, mais c'est comme on va le voir maintenant, la discrimination, c'est quand même un mécanisme qui est normal au départ, quand on parle de catégorisation. Alors, je ne sais pas si j'ai entendu quelqu'un vouloir intervenir. Alors oui, en effet, on a une question de Thomas qui demande pourquoi les charges sont-elles moins importantes lorsqu'une personne handicapée est engagée? Est-ce propre au contexte français ou est-ce similaire en Belgique?
Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui sont mieux placées que moi pour parler de ça. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais pour dire brièvement à Thomas, effectivement, c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte aussi, sachant que ces personnes sont moins facilement recrutées, on donne des incitants pour qu'elles soient recrutées. Alors, je ne sais pas de quels ordres exactement elles sont, mais il me semble qu'en Belgique, c'est le cas, mais je laisserai les autres intervenants venir préciser mon propos. On pourrait continuer avec ton intervention, Orchidée, jusqu'à la fin, et comme Ok, ça, on voit avec les chats, ça c'est va. mieux comme de cette manière-là. D'accord, Mais en tout cas, merci c'est Adil. superbe. Ouais. Alors, l'autre élément aussi qui a été pointé dans la vidéo, c'est qu'en fait, la personne qui était handicapée s'attendait à ce qu'une autre catégorie sociale, le groupe LGBT, soit plus inclusif. Et donc ça, c'est quand même intéressant de voir que, en fait, on peut subir des discriminations et continuer à discriminer d'autres personnes. Et c'est là où, effectivement, je vous parlais tout à l'heure du mécanisme cognitif qui est en place et auquel il faut être attentif et il faut être sensibilisé. Et c'est quelque chose qui doit être continuel. C'est-à-dire qu'on peut avoir une discrimination envers quelqu'un et se dire « Ah mais mince, je ne devrais pas faire cette discrimination ». Et on y réfléchit et on arrive effectivement à l'être de moins en moins, alors que pour une autre catégorie, on continue encore à discriminer. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ce mécanisme cognitif qui est en place, il faut, de manière consciente, venir y mettre un terme pour justement diminuer cette discrimination. Alors, je lance la vidéo suivante qui va effectivement vous permettre de voir, voilà, d'illustrer mon propos par rapport à cette question du mécanisme cognitif. Alors. Non, j'ai été trop vite. Andrea passe un entretien d'embauche. Il est parfait pour ce job d'informaticien. Mais dommage, il a 54 ans. Peut-être une prochaine fois. Voilà ce qu'on appelle un cas de discrimination. Mais comment en arrive-t-on là? Tout commence avec les stéréotypes. Notre cerveau s'appuie sur eux pour traiter une multitude d'informations. Ils nous permettent par exemple de reconnaître des formes élémentaires ou encore d'associer une image à un groupe de personnes, comme lorsqu'on pense aux Belges. Les stéréotypes peuvent mener à des préjugés. Les préjugés sont des réactions émotionnelles qui colorent notre regard et nous préparent à agir. Si vous pensez que les bénéficiaires du CPAS sont des profiteurs ou des fainéants, ces stéréotypes nourrissent des préjugés. En effet, cela vous irrite, vous fâche, et ces préjugés peuvent mener à de la discrimination. Cela signifie que vous allez traiter une personne autrement ou l'exclure parce qu'elle est différente. Ce qui nous renvoie au début de cette vidéo. Refuser une personne de 54 ans parce que vous imaginez qu'à cet âge, elle n'est plus dans le coup et que donc elle vous inspire méfiance, c'est de la discrimination. Et c'est interdit par la loi. Alors, changez de regard. Alors, comme je vous le disais, ce mécanisme qui est là de manière permanente doit être conscientisé. Et ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a des stéréotypes? Mais c'est effectivement la culture dans laquelle on baigne, l'environnement dans lequel on baigne. Et en fait, on peut effectivement avoir des manières de faire qui parfois à l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre, nous amène à avoir une pensée, pas un acte, mais avoir une pensée qui soit discriminante. Parce que c'est des choses qu'on entend. Et donc, c'est là où chacun de nous, dans la société composante individuelle qui forme une société de manière collective, on doit faire attention, puisque c'est à ce niveau-là que l'on peut faire quelque chose. C'est-à-dire que vous entendez des choses négatives sur un groupe, 2 secondes. et ça entre dans votre esprit. Et donc, c'est ça qui va finalement colorer votre pensée, parce qu'on parle d'affect, vous l'avez bien vu au niveau de tout ce qui est préjugé. Et donc, c'est ça qui va avoir un effet négatif sur votre manière d'appréhender un groupe social ou un individu. Et c'est ça cet aspect-là sur lequel il faut vraiment être attentif.
Alors, je reviens vers le chat. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont... Alors pour le moment non, comme on vous disait, nous poserons les questions de tout le monde après les D'accord, interventions. ok. Et malheureusement, je vois que le temps file déjà. Je vais filer aussi. Ça va. Je suis désolée de devoir vous Il couper n'y a comme pas de ça, mais souci. comme je l'avais dit, c'est un peu mon rôle cette Ouais, semaine, oui. excusez-moi. Merci Eden. Mais merci à vous. Alors, je vais passer sur cette question des origines aussi, hein. On a vu la discrimination par rapport à l'handicap, la discrimination par rapport à l'âge dans la vidéo de Ounia, et maintenant la question des origines, qui est intéressante. Elle est très très rapide cette vidéo, mais elle est assez violente et ça montre bien à quel point il faut effectivement ne pas laisser les choses être dites comme ça quand on les entend, mais avoir une action à la fois individuelle mais aussi collective. Quand je suis entrée le premier jour, la responsable m'a demandé de changer mon prénom. Donc en fait, je m'appelle Rachida et je devais répondre sous le prénom de Laurence. Rachida a été discriminée à cause de son prénom. Ça s'est passé dans une entreprise de téléconseil où elle travaillait en intérim. La responsable m'a demandé de changer mon prénom. Donc en fait, je m'appelle Rachida et je devais répondre sous le prénom de Laurence. J'ai été un petit peu interloquée par cette demande et en lui demandant pourquoi, ça m'a encore un peu plus choquée, étonnée, parce ma responsable m'a répondu que c'était une question de confiance. Donc en fait, j'ai très vite fait le rapprochement. En clair, répondre au téléphone avec un prénom arabe et demander au client aussi un numéro de carte bleue, ça paraissait dangereux pour ma responsable. J'ai refusé et j'ai expliqué à ma responsable que si elle acceptait mes compétences, elle devait aussi accepter celle que j'étais et mon prénom. Voilà. Alors, effectivement, là, il y a encore une discrimination qui est liée au genre, qui est aussi intéressante. Vous allez voir à quel point c'est vraiment problématique, cette question de la manière dont les gens sont intrusifs dans la vie privée de ceux qui recherchent du travail. Vous êtes, excusez-moi? Margot. D'accord, ok, voilà. Vous n'avez pas d'enfant, vous? J'ai dû le croire, vous n'avez pas d'enfant, voilà, vous êtes jeune, tout va bien pour vous, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un trouve ça choquant, non? Le fait qu'avoir des enfants, ça pose un problème? Vous imaginez que le métier qu'on vous propose est compatible avec des gardes d'enfants? Si elle s'estime capable de faire ce qu'il faut pour être disponible à ce moment-là. Merci. Non, mais écoutez, c'est pas... Tout le monde s'estime capable d'être disponible et au dernier moment, on sait ce qui se passe. Je ne sais pas, personne d'autre n'a d'enfants à part... enfin, c'était pas signalé sur les fiches. Et... Non? Vous ne pensez pas avoir des enfants rapidement, j'imagine? Dans les temps qui viennent, personne n'est enceinte, j'espère, parmi vous? Non? Voilà. Ok, non, autant dire les choses tout de suite, voilà. Vous êtes vraiment sérieux? Comment? Bien sûr, je suis sérieux, là. D'habitude, c'est écouter... Excusez-moi, je vais vous laisser, j'ai pas du tout envie de travailler pour vous. Je suis désolée, monsieur. Écoutez, je suis désolé. Vous aviez 3 croix, vous voyez, sur votre... J'ai pas envie de travailler dans une entreprise qui est aussi discriminante que la vôtre. Bravo, Ah mais c'est pas de la... Attendez, j'ai parlé de candidature compliquée. Pour l'instant, j'ai pas dit encore qu'on n'avait pas travaillé. Est-ce que vous nous demandez si on est enceinte? En quoi ça vous regarde, monsieur? Non, mais ça vous regarde? Avec on tout peut le pas... respect que je vous dois, j'ai pas du tout... Non, mais mademoiselle... Je suis désolée, au revoir. Oui, je pense que cette vidéo, effectivement, est très interpellante. Cette vidéo aussi, en fait, est très rapide aussi. C'est une jeune femme qui explique, elle dure 13 secondes, donc je vais vous la passer. Et là, la direction m'appelle et je me présente devant sa porte. Et elle fige carrément dans le cadre de porte, me regarde de la tête aux pieds et fait « Oh, OK. Ouais, non, je suis désolée, ça ne marchera pas. » Oui, encore un élément hein, pour contextualiser effectivement la question de la violence que ressentent les gens qui sont discriminés et à quel point les gens le font aussi de manière éhontée, hein, c'est-à-dire de manière très, très ouverte, sans s'en cacher. Alors, je vous ai parlé que j'étais chercheuse aussi, hein, doctorante. Donc, je vais vous parler globalement des éléments qui composent ma thèse. Hein, moi, Madame Doudi Miché, je suis vraiment désolée, je vais devoir vous couper et demander de brièvement conclure. Et après cela, je rendrai la parole à Romain qui présentera le prochain intervenant. Je suis vraiment désolée. D'accord, je comprends, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, vous allez voir défiler les choses parce que ça défile, mais vous n'aurez voilà,
Vous n'aurez pas le son. Enfin, globalement, c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a différentes formes de discrimination et qui touchent certains publics particuliers, comme des femmes migrantes, comme des hommes migrants aussi. Le fait d'être une femme fait qu'il y a un cumul dans les discriminations, ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Effectivement, le but de ma thèse, c'est de travailler sur les éléments qui jouent en défaveur de ces femmes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, c'est ce que je vous... Voilà, c'est moi maintenant qui vous questionne par rapport à ça. Et donc, je vais laisser, que vous ayez des remarques, des commentaires, ou des coups de gueule, des idées aussi ou des questions. Et l'idée, c'est vraiment de vous laisser avec ça aussi, c'est que le raciste, comme le montre cette petite image qui se veut être assez drôle, mais quand même qui fait réfléchir, le raciste, c'est pas l'autre. On a tous en nous quelque chose, une racine de quelque chose qui, à un moment donné, a pu discriminer ou pourrait discriminer, qu'on s'en rende compte ou pas. Et donc, il faut vraiment en être conscient et agir. Voilà, je laisse la parole à Romain. Merci beaucoup, Madame Doudy-Miché, pour cette présentation qui nous permet d'avoir un meilleur éclaircissement de qu'est-ce que sont les discriminations à l'embauche et aussi, enfin, vous êtes venu avec des thématiques intéressantes comme la discrimination à l'embauche et le handicap, comme vous l'avez dit, une discrimination à l'embauche à laquelle on ne pense pas directement, par exemple, mais qui est importante à souligner aussi. Je pense qu'on aura la possibilité d'en parler ultérieurement. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Avec Maintenant, je me plaisir. tourne dans la direction de Madame Fatima Zibou. Bonjour Madame Fatima Zibou. Vous êtes responsable du service antidiscrimination d'Actiris. Et avec vous, on va essayer d'avoir une meilleure compréhension du contexte général de la discrimination à l'embauche en région bruxelloise à travers voilà, votre présentation de votre service antidiscrimination. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Romain, bonsoir à tout le monde. Merci pour l'invitation sur une thématique très importante qui est un véritable enjeu de société, un enjeu à Bruxelles, étant donné la diversité bruxelloise qui est unique en Europe et dans le monde. On rencontre tous les jours des personnes qui sont touchées par les discriminations à l'embauche. Ce sont des récits qui sont à chaque fois poignants. Moi, ça fait maintenant 2 ans, 1 an et demi que je travaille pour le service antidiscrimination. Ça fait 1 an et quelques mois qu'on a lancé ce service. C'était en décembre 2019. Et il n'y a pas un jour où je suis profondément touchée par les histoires qui viennent au bureau. Donc, ce matin, c'était une maman qui a consacré sa vie à ses enfants et qui se retrouve du jour au lendemain en situation de monoparentalité. Elle se forme, elle a 54 ans et elle a la difficulté pour trouver un job et elle vient chez nous en larmes et elle dit « mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis considérée comme étant un déchet de la société ». Et elle n'arrive plus à trouver ses repères, elle essaie de faire des formations, elle a 3 enfants à gérer seule, elle n'arrive pas à finir la fin du mois. Et donc, voilà, on a eu ce cas qui était quand même assez fort de ce médecin congolais, Maxime, qui a eu son diplôme de médecin au Congo, puis qui a fait ici à l'ULB un diplôme en santé publique, et puis il a fait biomédical, et il a envoyé quantité de CV, il a tout essayé, et franchement, c'est un secteur qui est aussi en demande. On est dans le secteur soignant, et je reçois un message qui me dit « Bonjour Fatima, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste t'informer que je suis rentrée au Cameroun pour le travail. J'ai eu un emploi comme consultant clinique dans un projet du VIH financé par des Américains. J'ai commencé il y a 2 jours, ça va très bien et je serai toujours reconnaissant pour tout ce que le service a fait. Je serai en Belgique bientôt pour voir mon épouse. Donc, il a dû quitter son épouse pour aller travailler et je passerai toujours vous faire un petit coucou. Alors, bien évidemment, on a aussi des belles histoires qui se terminent mieux, donc des personnes qu'on accompagne et qui trouvent un boulot. Et ça, c'est ce qui nous donne aussi la motivation de continuer. Sinon, voilà, on serait un peu fataliste s'il n'y avait que des histoires difficiles. Il y a aussi des personnes qui nous contactent. On a fait aussi des petits témoignages que vous trouverez sur Internet de gens qui ont pu trouver un boulot. Mais tout ça pour vous dire que la situation est difficile. Alors, on présente souvent des chiffres, mais derrière ces chiffres, il y a des drames humains. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter Actiris Inclusive, qui est un service qui est dédié à la lutte contre la discrimination à l'embauche. Mais personnellement, j'ai du mal avec la lutte contre la discrimination à l'embauche. Je préfère parler de lutte pour l'inclusion des chercheurs
chercheurs d'emploi discriminés en région de Bruxelles-Capitale. Parce qu'en fait, lutter contre la discrimination, on a l'impression qu'on va prendre le bouclier et être face aux employeurs et dire attention, on est là, alors que non. Il faut arrêter de penser lutte contre la discrimination et versus les mauvais employeurs, et un peu être dans une charge aux sorcières. On a besoin des employeurs. On a besoin qu'ils soient conscients et sensibles. Et il faut arrêter cette idée qui est un petit peu peut-être liée à la philosophie de notre politique, hein, de notre pays. On est en concertation sociale, on a les syndicats d'un côté, puis les organisations des emplois, du patronat d'un autre, et on a l'impression qu'il faut cliver ça, alors que non. Il y a des employeurs qui sont vraiment de bonne volonté, on nous contacte aussi, parce qu'il y a aussi le service diversité, il y a des plans de diversité, il y a vraiment, tout particulièrement ce contexte, hein, des entreprises, des employeurs qui se disent, mais en regardant autour de soi, dans le conseil d'administration, dans le comité de direction, mais il n'y a personne issu de la diversité, il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas de personnes porteuses de handicap, etc., etc. Et donc, il y a vraiment cette réalité-là. Donc, moi, c'est quelque chose dont je voulais quand même dire en amont. Donc, il faut vraiment arrêter d'être dans ce clivage chercheur d'emploi versus employeur. Et surtout, être dans un projet d'inclusion. Et donc, moi, je me suis battue aussi pour que notre service s'appelle Actiris Inclusive. Je ne voulais même pas qu'on s'appelle service antidiscrimination parce qu'on définit un projet par la négation et en marketing élémentaire, en termes de communication politique élémentaire, hein, on ne se définit pas contre un projet, mais on se définit pour un projet de société. Donc voilà. Alors malheureusement, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas vous voir toutes et tous, mais donc je voulais vous demander, est-ce que vous connaissiez le service antidiscrimination Actiris Inclusive? Vous pouvez répondre dans le chat, vous pouvez utiliser les réactions, les émoticônes en mettant le pouce levé si vous connaissiez, ou peut-être mettre la figure du haut si vous ne connaissiez pas. Et donc, on a un tout nouveau service et je vois qu'il y a des hauts. On ne connaît pas, Jeanne, Véronique, Mariam non plus, donc, Mohamed le connaît, donc ça c'est intéressant. Et je vais quand même vous présenter rapidement le service parce que c'est important que vous connaissiez ce service, donc quand même on peut être fier que c'est un service qui est unique en Europe, un service au sein d'un organisme d'emploi qui s'inscrit tant dans la lutte contre la discrimination à l'embauche, mais qui s'inscrit aussi dans la mise à l'emploi des chercheurs, la mise à l'emploi des personnes discriminées. Donc, je vais vous rapidement partager ce PowerPoint que je ne retrouve plus alors qu'il était là. Qu'est-ce que je fais? Bon, je l'ai ouvert et vous ne le voyez pas. Hein. Ah là là, les aléas de la technique. Voilà. Super. Vous le voyez? Oui. Et je le fais en grand. Donc voilà, Actiris Inclusive Service Antidiscrimination. Donc je vais vous présenter un petit peu la vision, la discrimination en quelques chiffres, vous parler quelques parcours de vie et vous dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'être le point de contact central sur la discrimination à l'embauche en région de Bruxelles-Capitale. Comme je vous le disais, on a fait une sorte de benchmarking au niveau des différents pays européens, mais aussi au-delà. Il n'existe pas de service similaire, donc dans un organisme public de l'emploi qui mène tant la lutte contre la discrimination et qui propose des solutions pour ces publics qui sont discriminés. On a même été invité par la commissaire européenne à l'égalité pour parler de ce service. Et donc, on a invité aussi par le réseau européen des Equality Bodies qui voudraient éventuellement aussi reproduire ça. Et donc, on peut être fier qu'à Bruxelles, eh bien, on peut inspirer comme bonne pratique un service comme celui-là. Donc, l'idée, c'est d'être un service de référence en matière de discrimination à l'embauche en région de Bruxelles-Capitale. C'est ce qui nous distingue du NIA et de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Eux, ils s'occupent des signalements, donc des différents domaines, logement, école, enseignement, emploi. Mais nous, on est vraiment spécifique sur la discrimination à l'embauche. Il faut préciser que, bon, on est en Belgique, les compétences sont partagées. Au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, on a des compétences sur la discrimination à l'embauche. Pas vraiment sur la discrimination à l'emploi, mais on pourra y revenir plus tard. On est là aussi pour récolter des signalements, et ça, c'est très important parce qu'en fait, les signalements, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des chiffres sur la réalité de ces discriminations, mais en réalité, ces chiffres ne sont que la partie visible de l'iceberg parce que malheureusement, les gens qui sont discriminés ont peu le réflexe d'aller s'adresser vers une institution. Et alors, on a un enjeu très important, c'est de lutter contre le sous-rapportage de ces faits, c'est-à-dire qu'il est important que ces personnes le signalent. Alors, signaler, je le précise, c'est pas porter plainte. Signaler, c'est simplement informer du fait qu'on a eu un sentiment de discrimination et on le prend en considération. Et puis, ça, c'est vraiment la partie la plus importante et qui me tient le plus à cœur, c'est le fait qu'au-delà des signalements, on est là pour répondre aux besoins des CE pour fournir des solutions vers la mise ou remise à l'emploi.
à travers un job, stage ou formation. Et en fait, après 1 an et quelques mois de pratique, on s'est rendu compte que quand les gens venaient chez nous, c'était pas pour aller en justice, c'est parce qu'ils voulaient trouver un job. Et donc, on a dû renforcer toute la dimension ISP, donc les outils d'insertion socio-professionnelle, parce qu'à Bruxelles, il y a un nombre incalculable de services, de partenaires, d'acteurs au sein de la société civile qui est là pour aider de façon sur mesure les personnes qui sont touchées par l'une ou l'autre discrimination. Alors, la discrimination en chiffres, très rapidement, donc il y a ce monitoring socio-économique qui met en évidence, donc qui a été produit au niveau national, qui met en évidence que que le taux d'emploi des Belgo-Belges est de 73%, alors que celui des personnes d'origine étrangère est de 44%. Eurostat a mis en évidence que la Belgique était l'un des plus mauvais élèves en la matière et que cette réalité s'accroît pour certaines communautés. Les Norvégiens sont moins discriminés que les personnes d'origine turque et maghrébine, avec des particularités aussi selon le quartier. Je donne un exemple, je caricature, mais c'est juste pour mettre en évidence que dans les personnes d'origine étrangère, il y a des exacerbations des inégalités pour certains groupes de la société. Alors certains, parfois, me disent: «Oui, mais nous, on veut bien engager des personnes d'origine étrangère, mais s'ils ne sont pas compétents, qu'est-ce qu'on fait?» Ben, faux! Parce que les rapports, les études montrent que même si on a les mêmes compétences, eh bien, l'origine détermine encore la réussite sur le marché du travail. Il y a une réalité liée aux femmes, donc Orchidée en a parlé en quelques instants, donc c'est carrément l'objet d'une thèse, donc c'est un vrai travail. Mais les femmes d'origine étrangère, elles sont encore beaucoup plus touchées par la discrimination. Et puis, il y a une ethnostratification de certains secteurs. Alors, à Bruxelles, et ça c'était suite au fameux plan 10 mesures de lutte contre la discrimination, a permis de mettre en place pour la première fois un monitoring sur Bruxelles qui tient compte de l'origine. Donc, on a pris les chercheurs d'emploi, on a pris la variable origine, on a essayé d'analyser ça d'un point de vue quantitatif, la réalité de la discrimination, la réalité du chômage à Bruxelles en tenant compte de l'origine. Et alors, malheureusement, les chiffres ne sont pas très jolis, dans le sens où 79,3%, donc 80% des chercheurs et chercheuses d'emploi en région de Bruxelles-Capitale sont étrangers ou d'origine étrangère. Et c'est aussi lié à la diversité de la sociologie de la population bruxelloise. Mais encore une fois, à diplôme égal, c'est plus compliqué. On a un souci aussi dans la reconnaissance des diplômes étrangers qui touche davantage les personnes subsahariennes. Le cas de ce médecin congolais dont je viens de vous dire, eh bien, quand on est un diplôme de médecin au Congo, il n'y a pas d'équivalent. On ne reconnaît pas ce diplôme-là. On peut travailler dans certains secteurs, mais pas avec des humains. Donc, on a bien avancé en la matière, mais il y a encore des secteurs sur lesquels il faudrait travailler. Comme je vous le disais, les femmes sont plus touchées et alors le fait de vivre dans certains quartiers exacerbe également la situation. Donc là, le monitoring est disponible sur Internet. Vous tapez monitoring Bruxelles, View, et donc vous pouvez avoir accès au rapport et à la synthèse du rapport. Alors, je voulais quand même mettre ce slide qui est important vu le contexte Covid, c'est la fracture numérique. On est en train de perdre les personnes les plus précaires, ceux qui sont moins à l'aise avec l'outil informatique. Il y a eu un accompagnement qui s'est fait à distance. On a plaidé pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse accueillir les personnes, parce qu'en fait, la réalité d'un entretien à distance, c'est très compliqué pour certaines personnes, surtout que certains ne peuvent le faire que par téléphone, certains n'ont pas la 4G ou un abonnement téléphonique, et puis il faut avoir un safe space, parler de sa réalité, il faut quand même être à l'aise pour en parler, mais si le conjoint est à la maison, si les enfants, on n'est pas à l'aise pour en parler, et donc bien mettre en évidence ça qui est très important, c'est que la fracture numérique est une fracture sociale. Et à Bruxelles, on doit vraiment en tenir compte, tout particulièrement dans ce contexte. Alors, on a parlé des chiffres, mais on a vraiment plein de témoignages. Cette Scarbécoise d'origine turque qui est homosexuelle et qui nous raconte des difficultés qu'elle a pour trouver un boulot par son look. Mais là, elle est en train de faire une formation avec Interface 3 qui fait vraiment un magnifique travail. Et donc là, elle est en phase d'avoir un boulot. Ça, c'est vraiment une belle success story. Son témoignage est vraiment très, très, très fort. On a fait des petites capsules vidéo. Ces gens-là, ce sont des vrais visages. Ce ne sont pas des mannequins de banque à images qui viennent. Non, non, ce sont des vrais témoignages que vous trouvez sur le site de Yes. Des gens qui disent qui sont passés par notre service, qui racontent leur parcours et qui nous expliquent leurs difficultés et la façon aussi dont on a pu les aider.
Alors que faisons-nous concrètement? Nous avons 4 missions. On est là pour informer, parce que les personnes parfois ne connaissent pas leurs droits. Bien, une femme dont, le futur employeur dit, «Tiens, tiens, je vois votre ventre arrondi, est-ce que, ça veut dire que vous êtes enceinte? Est-ce que vous, il dit: «Ah, ben là, ça va être difficile». Ben, il faut qu'on informe le chercheur d'emploi, pardon, que, c'est un critère qui est protégé par la loi. On a un dispositif législatif qui est important, qu'on doit mobiliser. 19 critères sont protégés en Belgique. Nous avons 3 lois cadres qui protègent les chercheurs d'emploi et on est là pour les informer. On a une mission d'orientation, c'est-à-dire que quand les personnes viennent chez nous, on axe sur l'écoute optimale. Ça prend parfois du temps. Les gens viennent, on va dire à 80%, en larmes, ils sont brisés et on fait en sorte qu'ils repartent avec un sourire, avec des solutions très concrètes. Bien évidemment, en accord avec eux. Donc, on base toute notre stratégie sur de l'empowerment. Donc, on construit ensemble la solution. On est là pour sensibiliser. Cette rencontre ce soir, si on le fait avec volonté, c'est pour sensibiliser les personnes à cette question-là. Parce qu'en fait, peut-être vous avez été touché par la discrimination, mais peut-être que d'autres personnes autour de vous. Donc, faites passer le message. Le service public est là à votre service. On est là gratuitement. On offre des consultations. On a une équipe brillante, motivée, avec des expertises thématiques sur différentes questions. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on est là aussi pour une mission de recommandation. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on veut sortir des cas individuels pour pouvoir proposer des mesures à l'attention des politiques publiques, en parler dans les médias, pour faire en sorte que les choses bougent au niveau structurel. Parce que la discrimination aujourd'hui, elle est massive, elle est structurelle, elle est systémique. Nous devons aussi faire des recommandations au niveau macro pour essayer de faire en sorte que, tiens, cette équivalence des diplômes au niveau des médecins congolais, on sait qu'on souffre aujourd'hui de la pénurie et qu'on a besoin de volontaires en plus aujourd'hui pour toutes ces campagnes de vaccination. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ça, c'est un rôle qu'on voudrait également jouer. Je passe le procédure, comment ça se passe vers nous, on pourrait y revenir. Sur les indicateurs aussi. Alors aujourd'hui, on voit qu'au niveau des critères, c'est surtout les personnes qui sont touchées par les critères d'e-ratio et dans ça, on a couleur de peau, origine, nationalité, ascendance qui viennent vers nous. On a aussi les convictions philosophiques et religieuses qui est qui est un vrai souci qu'on doit aussi entendre et trouver des solutions. Et puis alors, bien évidemment, ces critères-là ne sont pas représentatifs de la réalité de la discrimination étant donné que c'est lié au nombre, aux personnes qui viennent nous voir. Et comme je vous dis, il faut encore nous voir. Et donc, voilà, on sait que souvent les personnes qui vont plus loin, ce sont des personnes qui disposent d'un capital scolaire et d'un capital culturel plus important. Et donc, voilà. Donc, on a aussi un peu les groupes les plus touchés. On pourra en reparler. On s'inscrit vraiment dans une approche intersectionnelle où on essaie de croiser les différentes données. C'est très important. Et d'ailleurs, cette dimension intersectionnelle se retrouve dans la déclaration de politique gouvernementale. Et c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, on est toutes et tous composés d'identités multiples. On n'est pas que femmes, on n'est pas que d'origine, on n'est pas que ci, on n'est pas que ça. Et donc, c'est dans le croisement de ces différentes identités qu'on doit prendre en considération pour mieux tenir compte de ces discriminations. Il faut éviter la concurrence des critères en disant non, mais c'est les gens qui ont l'origine étrangère qui sont les plus discriminés. Ah non, non, c'est ceux qui sont porteurs de handicap. Non. D'ailleurs, j'étais en réunion cet après-midi avec une association qui fait un travail formidable qui s'appelle Diversicom sur les personnes porteuses d'un handicap et elle me disait que 80% de son public, donc des personnes porteuses d'un handicap, étaient d'origine étrangère. Donc c'est bien la preuve qu'on doit sortir de ces catégories qui enferment plutôt que les ouvrir. Vous pouvez nous contacter via le numéro vert, via un site internet, via un formulaire, on avait des permanences mais on ne peut plus les faire, sur rendez-vous. On est vraiment là et c'est vraiment le message qu'on a envie de vous faire passer. N'hésitez surtout pas. C'est notre mission, c'est le sens qu'on donne à notre quotidien. Et voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai respecté le timing ou j'ai C'est encore... parfait, Madame Zibou, vraiment tip top. Je vais donc passer de nouveau la parole à Romain qui vous présentera le prochain intervenant. Tout d'abord, merci beaucoup, Madame Zibou, pour, comme vous l'avez dit, enfin, cette présentation était très intéressante et comme vous l'avez dit, vous avez été au-delà des chiffres à travers les témoignages, aussi la sensibilisation. Je tenais aussi à préciser pour nos différents intervenants que tous les liens, que ce soit vers Actiris ou d'autres organismes utiles ou qui travaillent sur les questions de discrimination, seront postés ultérieurement à ce webinaire voilà, sur notre page. On fera le relais, bien sûr. Il faut sensibiliser, 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 c'est le plus important. Merci
beaucoup en tout cas. Merci. Maintenant, je me tourne vers Monsieur Clairfeuille, Monsieur Bernard Clairfeuille. Vous êtes ministre du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale, chargé de l'emploi, de la formation professionnelle, mais aussi de la transition numérique, des pouvoirs locaux et du bien-être animal, pardon. Vous êtes issu du parti des filles et vous êtes, j'allais dire accessoirement maintenant, bourgmestre empêché de la commune de Schaerbeek, et vous allez nous présenter un petit peu la stratégie, les différentes stratégies, les différents outils, voilà, voilà, les différentes stratégies que le gouvernement bruxellois met en place pour combattre et lutter euh, pour plus d'inclusivité, voilà, sur ces questions de discrimination à l'embauche. Merci Romain pour cette intro et merci à toutes celles qui ont parlé déjà auparavant pour bien exposer le problème. Et en particulier, Madame Zibou vient de montrer qu'elle est déjà une arme de destruction massive contre les discriminations parce qu'elle y met tant de punch et tant d'énergie et toutes ses compétences et toutes ses qualités. Donc c'est déjà un de nos instruments, entre guillemets, je vais revenir tout à l'heure là-dessus. J'ai envie de revenir sur ce que j'ai entendu au début de Madame Douty-Michet, qui nous rappelait qu'en fait, la discrimination, qui est un phénomène qui se produit dans la tête de quelques-uns, dans le regard qu'ils portent sur les choses, c'est un vrai, et Mme Zibou l'a dit, c'est un vrai enjeu d'inclusion. C'est la question de savoir où je fais la différence entre la différence et moi. Hein, comment est-ce que j'accepte ou j'accepte pas cette différence? Qui je mets dans le nous? Hein? Est-ce que les personnes qui sont face à moi font partie du même collectif que moi? Ou est-ce que je les mets à distance, je les conçois comme différents? Et si je les conçois comme différents, comment j'appréhende cette différence? Et parfois j'en ai peur ou j'ai des stéréotypes sur celle-là et donc je fais une distinction et jusqu'à aller à une discrimination. Donc c'est vraiment lié à l'identité, le nous collectif. Et Bruxelles est marquée par énormément de diversité sous tous les angles que l'on veut prendre. Et donc, ça interroge sur le nous. Et cette question de discrimination qui marque fortement le secteur du logement, de l'emploi, marque aussi d'autres aspects de la vie sociale, comme les discriminations au logement, enfin, ou d'autres parties de la vie. Voilà, donc les discriminations au logement, c'est un phénomène qui touche beaucoup la région bruxelloise. Les statistiques que Mme Zibou a présentées, je n'ai pas besoin de les représenter. J'ai d'abord envie de dire que la première et la meilleure réponse qu'on pourrait avoir contre la discrimination à l'embauche, c'est d'être en plein emploi. Hein, ce serait le rêve idéal, mais si on est en plein emploi, il y a donc du job pour tout le monde. Et ça permet de renverser le rapport entre l'employeur et l'employé. Au plein emploi, c'est l'employé qui est le côté fort de la relation et qui peut mettre en avant ses qualités. Ce n'est pas l'employeur qui peut alors développer des stratégies ou des comportements de discrimination. Cette discrimination, elle est moralement condamnable. Les petites vidéos qu'on a vues étaient très explicites. Ces discriminations, elles sont légalement condamnées. Madame Zibou a rappelé le cadre légal. Il y a des lois et des ordonnances qui indiquent que c'est illégal et que c'est poursuivi et sanctionnable. L'enjeu étant toujours la charge de la preuve. Alors, nous avons en région bruxelloise, Madame Zibou l'a dit, un plan d'action avec 10 mesures qui avaient été élaborées par mon prédécesseur, M. Gozouin, en 2017, qui sont toujours d'application, que nous suivons. Enfin, j'ai demandé qu'on rafraîchisse un peu ce plan, mais pour l'instant, les 10 mesures sont toujours là et sont d'application. La première des mesures, c'est d'améliorer la reconnaissance des diplômes étrangers. Madame Zibou a fait référence aux discriminations qui existent sur ce plan-là. C'est de voter un cadre légal qui encourage les entreprises et soutient les entreprises qui développent des plans de diversité et une stratégie de diversité dans l'entreprise, et c'est encadré aussi par Actiris. Et on donne un soutien financier aux entreprises pour élaborer un plan de diversité. On examine leur situation, on voit quelles sont leurs caractéristiques particulières sur la diversité. Est-ce qu'il y a des biais implicites qui amènent à des politiques de discrimination ou l'autre, et comment les corriger dans l'entreprise? C'est plus largement que la discrimination à l'embauche, ça touche aussi la répartition sur un critère homme-femme, par exemple, dans les postes de direction, des choses comme ça. Troisièmement, il y a une majoration des aides pour les entreprises qui développent des plans de diversité.
le renforcement de ce qui s'appelait avant le guichet anti-discrimination d'Actiris, mais qui s'appelle heureusement maintenant Actiris inclusif. Et donc, Madame Zibou, c'est le 4e élément de notre plan diversité. On a voté une ordonnance qui permettait en région bruxelloise d'essayer d'améliorer la charge de la preuve contre les faits de discrimination en créant ce qu'on appelle des tests de discrimination, en autorisant dans certaines circonstances d'envoyer des candidatures qui se distinguaient uniquement sur un critère de discrimination afin d'arriver à prouver que l'entreprise discriminait sur ce critère. Et une fois qu'on le prouve, alors on peut entamer une action de sanctions à l'égard de cette entreprise ou faire des appels anonymes. On a essayé de centraliser un peu les différents dispositifs qui luttent contre la discrimination en région bruxelloise et maintenant on a chargé ma collègue Nawal Benamou d'établir un code unique en région bruxelloise pour lutter contre les discriminations et nous collaborons dans cet esprit-là. Le 7e point, c'est la réalisation du monitoring de la diversité dont Mme Zibou vient de rendre compte. Donc, à échéance régulière, Actiris examinera les caractéristiques du marché de l'emploi pour de nouveau rendre transparent et chiffrer les phénomènes de discrimination qu'on constate sur le marché du travail, pour voir si les choses s'améliorent ou se dégradent, pour voir si tel aspect ou tel autre aspect de la discrimination est plus important qu'un autre ou mérite plus d'attention qu'un autre. Et puis, 3 plus petites mesures. On a mis la diversité au cœur des négociations que nous menons avec les partenaires sociaux dans le cadre d'accords sectoriels, donc dans chaque secteur d'entreprise. On a une action spécifique dans le titre-service et une réorientation des frais de la formation dans le cadre des fonds d'expérience professionnelle. C'est très, 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 très technique. Donc, voilà globalement ce que l'on met en œuvre en région bruxelloise. Simplement, on n'est pas en mesure de changer le regard que portent tous les employeurs à chaque fois qu'il y a, ou le service GRH, chaque fois qu'il y a une stratégie d'embauche. Donc la grande difficulté, c'est de modifier la culture, l'esprit, de faire comprendre à tout le monde que les phénomènes de discrimination, que chacun croit mus par de bonnes raisons alors que ce sont de mauvaises raisons, on l'a prouvé dans les vidéos, c'est en fait l'employeur lui-même qui se prive de compétences ou de talents parce qu'il a tout d'un coup un regard biaisé sur les choses. Et donc, il faut faire des employeurs, Mme Zibou l'a dit, des partenaires dans ce changement de la culture, leur faire se rendre compte que ce n'est pas parce que telle personne a telle couleur de peau ou telle autre caractéristique qu'elle n'a pas les compétences nécessaires pour l'emploi. Et très souvent, le phénomène de discrimination résulte, on l'a dit, de stéréotypes, parce que l'employeur, dans un mécanisme d'embauche, prend une caractéristique pour une autre. L'exemple des jeunes femmes, j'engage des jeunes femmes, donc j'aurai de l'absentéisme. Ou je vais engager une personne d'origine étrangère, donc elle n'aura pas les compétences que je veux. J'aurai une personne qui aura tel handicap, donc elle ne pourra pas remplir les missions que je veux remplir. Et donc c'est constamment, entre guillemets, une erreur d'interprétation sur les qualités intrinsèques de la personne qui est à la recherche d'un emploi. Et c'est sans doute là-dessus qu'il faut travailler, c'est arriver à déconstruire les stéréotypes à l'embauche et de faire comprendre que les personnes qui se présentent ont toutes les qualités pour l'emploi qui est postulé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors, je vais revenir sur ce qui a fait l'objet d'une avancée ou d'un débat politique en 2017, qui était la mise en place en région bruxelloise. On était la première région à mettre ça en place, ce qu'on appelle les tests de discrimination, ce dont je parlais tout à l'heure. Comment arriver à prouver qu'il y a eu un cas de discrimination et comment prendre des sanctions à l'égard d'une entreprise qui a fait preuve de discrimination au détriment d'une personne. Et donc, on a voté en région bruxelloise un cadre légal qui permet de faire des tests de discrimination, donc d'envoyer 2 CV totalement identiques et qui distinguent sur le critère de discrimination dont on pense qu'il est, enfin, que l'on cherche à prouver. Et ça a été mis en œuvre, ça a été voté. On est malheureusement aujourd'hui, après 2 ans d'exercice complet, 2018-2019, les rapports de travail, les rapports ont été rentrés. On attend le rapport pour l'année 2020 qui va rentrer bientôt. On a en fait, comme l'a dit Mme Zibou, on a très peu de signalements, on a très peu de cas qui nous remontent. Et c'est ça qui est très étonnant parce que personne ne nie, tout analyste, personne ne nie qu'il y a beaucoup de discrimination, semble-t-il, sur le marché du travail. Il y a beaucoup de discrimination sur le marché du travail, mais on n'a pas assez de signalements
qui permettent d'agir. Signalements qui vont soit directement vers l'inspection régionale de l'emploi, qui peut alors mener des enquêtes, soit vers Actéis Inclusif, qui peut directement accompagner les personnes qui ont le sentiment d'avoir été l'objet d'une discrimination. Voilà. Et donc, la grande difficulté, c'est que les gens signalent les situations et que l'on puisse les traiter. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? UNIA, qui est notre partenaire dans cette lutte contre la discrimination, avec laquelle on travaille, et d'ailleurs, tous les cas de signalement de discrimination qui nous parviennent, nous avons un protocole d'accord avec UNIA et avec l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ou entre les femmes et les hommes. Dans ce protocole d'accord, nous travaillons avec UNIA et avec l'Institut, qui examine tous les dossiers de signalement qui nous sont envoyés, qui vérifie si c'est réellement un cas de discrimination, qui vérifie s'ils ont assez d'éléments dans la plainte qu'ils ont reçue pour pouvoir intervenir ou agir, qui vérifie s'il n'est pas d'abord nécessaire de jouer un rôle de médiation, d'intermédiaire dans la situation pour résoudre le problème. Sanctionner l'entreprise, ça peut être sympathique, mais la première des demandes, c'est que la personne trouve un emploi. Donc peut-être de résoudre le problème par un contact, par une médiation ou par une intervention de UNIA, et dans les cas où toutes ces solutions ne sont pas possibles, alors le dossier est transféré à l'inspection régionale de l'emploi qui peut mener un test de discrimination. Malheureusement, les chiffres sont très décevants. En 2018, sur une cinquantaine de cas qui sont arrivés chez UNIA, une vingtaine seulement ont été traités par UNIA parce qu'il y avait suffisamment d'éléments pour les traiter. Et il n'y a finalement que 2 cas qui ont donné lieu à un test de discrimination. Et tout ça résulte de ce que nous avons en fait insuffisamment de signalements. Donc, on va essayer de changer notre fusil, enfin, pas changer, d'améliorer le mécanisme. UNIA a fait un rapport d'évaluation qui est publié à la fin de l'année passée, dont on a pris connaissance. On va donc permettre de prendre en charge des signalements anonymes pour traiter plus de cas qu'on ne faisait auparavant. On va sans doute faciliter le transfert de cas reçus par Actéis Inclusif directement ou plus rapidement à l'inspection régionale de l'emploi pour pouvoir agir plus rapidement dans un test de discrimination. On va accélérer la transmission d'infos entre UNIA, le moment où UNIA reçoit la plainte initiale, et le moment où elle est transférée à notre inspection pour qu'on puisse agir plus vite, parce qu'actuellement, il y a un trop long délai. Et très souvent, dans ce délai, l'emploi qui était ouvert et sur lequel on sait faire un test n'est plus ouvert, il a été pourvu, l'entreprise ne reçoit plus des CV et on ne sait plus tester l'hypothèse de la discrimination. Et une suggestion enfin de UNIA, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle du data mining, c'est un mot anglais, pour essayer de distinguer ou de chercher dans les informations statistiques qu'on a sur les entreprises les caractéristiques d'entreprises qui seraient discriminantes. Est-ce que dans telle entreprise, on constate que les embauches sont toujours, pour reprendre le premier petit graphique de Madame Douty-Michet, est-ce que c'est que des hommes de 30 à 40 ans, pas handicapés, diplômés, etc. Et ils sont tous comme ça. Ben, si tous les gens qu'on engage dans cette boîte sont tous comme ça, soyons clairs, il y a sans doute matière à aller voir et peut-être à mener une enquête. Donc le data mining, c'est d'exploiter des données qu'on aurait dans l'ONSS, dans la Banque centrale, la Banque Carrefour, la Sécurité sociale, etc., pour voir si on sait définir des profils d'entreprises discriminantes pour pouvoir orienter les actions que l'on pourrait faire. C'est plus compliqué à faire qu'à dire, mais nous avons entamé un dialogue avec le ministre fédéral de l'Emploi pour essayer de travailler sur la question de l'exploitation de ces données pour cibler un peu mieux les actions que l'on peut faire contre les entreprises discriminantes. Voilà, enfin, la dernière chose que l'on fait, c'est qu'on fait chaque année un appel à projet en finançant des projets innovants d'entreprises qui, au contraire, développent une attitude positive pour mettre en avant les bons exemples et qui développent des projets d'embauche, de travail avec ces publics qui sont sinon discriminés. Et donc, chaque année ou tous les 2 ans, nous avons des projets absolument passionnants et intéressants qui prennent plusieurs critères. Hein. On travaille sur l'intersectionnalité, comme on disait tout à l'heure, pour mettre en avant des pratiques positives et servir de modèle, d'exemple à d'autres entreprises et pour faire tomber les stéréotypes
dont on parlait tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce qu'on fait en termes de discrimination. Je suis en tout cas très fier et très content du travail qui est fait par le service Actiris Inclusif. Nous lisons toujours, et nous sommes très heureux qu'on fasse un monitoring régulier sur le marché du travail. Et je pense qu'on doit faire un travail plus général sur la société. C'est un vrai enjeu de société. Comment faire que on ne voit pas dans l'autre la différence et qu'on voit plutôt dans l'autre ce qu'il a de positif et ce qu'il peut apporter. Voilà, ça c'est l'enjeu principal. Moi, vous avez rappelé que je suis bourgmestre de Scarbeck en congé, entre guillemets, de ma fonction. Mon engagement politique dans ma commune, c'était justement pour mettre fin à des politiques discriminatoires selon les quartiers, selon les origines, et d'offrir à tout le monde le même service, les mêmes droits à tous les citoyens. Et je pense qu'on doit essayer de poursuivre ce combat à tous les niveaux possibles. Et le marché de l'emploi est un des secteurs où on constate ces discriminations, avec les exemples, Mme Zimou a parlé, des exemples qui nous touchent très fort, évidemment. Mais le premier objectif doit être d'essayer d'augmenter l'emploi ou de résoudre le chômage, et à travers les mécanismes d'embauche, essayer de faire tomber tous les stéréotypes qui amènent à des discriminations scandaleuses de certaines personnes qui, du coup, ne se sentent pas faire partie de ce nous, de la société inclusive dans laquelle ils ont droit de vivre, de développer leurs projets, leurs talents. Voilà ce que je voulais vous dire, et je suis prêt surtout à réagir aux questions. Je n'avais pas prévu un long discours. J'aurais dû faire un PowerPoint, mais je n'ai pas eu le temps d'en faire un. C'est parfait, Monsieur Clairefeuille. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation des différentes stratégies mises en place au niveau régional, voilà, pour lutter, pour pallier à ces discriminations à l'embauche. Vous avez commencé votre présentation par un nous, vous l'avez fini par un nous. Je pense que c'est peut-être le mot le plus important, c'est voilà, d'inclure tout le monde dans ce nous et de tenter voilà, d'atteindre cette situation optimale. Je me dirige maintenant vers notre dernière invitée, mais pas des moindres, Farida Tahar. Vous êtes députée à la région bruxelloise et sénatrice pour le Parti écolo depuis mai 2019. Juste avant, vous avez été aussi conseillère communale à Molenbeek entre 2012 et 2018. Vous êtes assez active sur différents thèmes de discrimination au sein du Parlement bruxellois, notamment des discriminations à l'embauche. Et voilà, c'est pour ça qu'on aimerait vous interroger et un petit peu savoir qu'est-ce qu'il en est, quels sont les défis qui restent à relever par rapport à cette discrimination à l'embauche en région bruxelloise. Merci. Merci Romain pour l'invitation. Merci aux organisatrices et aux organisateurs pour ce webinaire sur une thématique dont l'enjeu est crucial. On l'a rappelé, les intervenants qui m'ont précédé ont rappelé toute l'importance de pouvoir créer ce nous dans lequel on s'inscrit tous à quelques jours de la journée internationale qui est dédiée à la lutte contre les discriminations raciales. Donc c'est le 21 mars prochain, un dimanche. Il était important de pouvoir prendre le temps de démystifier un peu ce sujet autour des discriminations à l'embauche. Alors évidemment, quand on parle de discrimination à l'embauche, il faut l'entendre comme des inégalités de traitement qui sont basées sur des critères prohibés par la loi. Donc Fatima Zibou rappelait à juste titre que 19 critères sont actuellement protégés par la loi. Je ne vais pas tous les citer, mais on a passé en revue avec Orchidée notamment le critère sur base du genre, de l'âge, du handicap, de la nationalité, de l'origine ethnique. Et on sait également que les discriminations peuvent être soit directes donc, ou indirectes. Quand elles sont directes, c'est quand elles visent, quand un employeur ou une personne vise directement une personne sur base d'un de ces critères que je viens de vous citer. Et quand la discrimination est indirecte, elle est un peu plus subtile, c'est-à-dire, je vais peut-être vous donner un exemple d'un établissement d'ORECA qui va interdire l'accès à son public, qui dispose d'un chien, par exemple. Et c'est vrai que la discrimination va être portée surtout vers les personnes, par exemple, malvoyantes, qui ont l'obligation ou la nécessité de pouvoir en tout cas, je veux dire, circuler avec un chien. Et donc là, il y a une forme de discrimination indirecte. Alors, maintenant qu'on a un petit peu défini le concept, c'est important de revenir sur les constats. Et c'est vrai que je ne vais pas redire ce que mes prédécesseurs ont rappelé à juste titre. On est en pleine région, parce qu'on parle ici de la discrimination à l'embauche au niveau de la région bruxelloise. On a rappelé que c'était quand même une région cosmopolite. Plus de 80 nationalités se côtoient. L'une des régions la plus cosmopolite au monde,
après Dubaï. Donc, c'est vraiment la région la plus diversifiée d'Europe. C'est une fierté en soi en termes de diversité de nationalité, mais c'est aussi un défi et on sait aussi que les discriminations sont légion. Alors, on a rappelé quelques chiffres, Fatima l'a rappelé au niveau d'Actiris. On sait par exemple que tous les signalements qui proviennent chez UNIA concernent aussi, en tout cas, plus de 25% des discriminations sur base de la nationalité, l'origine ethnique, donc ce qu'on appelle les discriminations sur base de critères raciaux. On sait également, et on l'a rappelé, je vais être très bref parce que Fatima en a parlé, mais l'étude de Hugh Bruxelles de 2019 qui a rappelé que les discriminations ont un caractère massif et structurel. C'est vraiment deux adjectifs importants, massif dans le sens où elles visent quand même énormément de personnes et structurel aussi parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un acte individuel. C'est important de parler de discrimination structurelle puisqu'on peut imaginer que dans des services comme, enfin dans des structures, institutions comme l'école, comme la police, comme la justice, comme l'emploi, les discriminations ne concernent pas seulement l'individu. Et si nous avons à l'esprit de garder cette approche structurelle et systémique, je pense aussi qu'on sera plus efficace dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. On a aussi rappelé à juste titre, malheureusement, c'est les études qui le rappellent chaque année, périodiquement, que malheureusement, à compétences égales, les personnes d'origine extra-européenne sont susceptibles de vivre plus de discrimination que une personne belgo-belge, par exemple. En tout cas, on le mesure à 3-4 fois plus élevé que les personnes belgo-belges. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur les chiffres. Je crois que l'important, c'est de voir qu'est-ce qu'on en fait. Mais peut-être avant de passer aux actions, c'est de rappeler aussi que nous avons en Belgique des lois cadres. Nous avons 3 dispositions juridiques, en tout cas loi fédérale, la loi antidiscrimination qui comprend 12 critères protégés donc par la loi. Nous avons également la loi dite antiraciste, la loi Moureau, feu Moureau, l'ancien bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, qui, elle, recouvre en tout cas 5 critères de discrimination. Et enfin, la loi genre, qui concerne plutôt le sexe et qui touche plutôt aux questions de l'accouchement, de la paternité, etc. Nous savons également que la Belgique s'est dotée justement de cette loi antidiscrimination au niveau du travail et qu'elle garantit en principe l'égalité de traitement entre tous les citoyens. C'est important de rappeler le cadre juridique parce que si on peut vraiment s'enorgueillir de l'arsenal juridique en Belgique, on constate que dans l'application de dispositifs juridiques, on est souvent limité. On va le voir après avec un instrument juridique que je vais développer, mais on se rend compte que nous avons des lois en Belgique. Il faut les appliquer, mais il faut aussi les performer, les améliorer quand c'est nécessaire. Je vais vous donner 2 exemples, il y en a plusieurs, mais 2 exemples de cas, de casus, de cas de figure où des plaignants ont esté en justice et ont obtenu gain de cause. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2015, il y a eu cette affaire de l'intérim Adecco qui a été en fait qui a été sanctionné par la Cour d'appel de Bruxelles, parce qu'en fait, cet intérim disposait de 2 fichiers, l'un qui encodait les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi sur base de leur origine, en fait. Donc, un fichier sur les Belges, belgo-belges, donc les bleus blancs belges, et puis un fichier pour les personnes d'origine étrangère. Et donc, cette distinction faite entre 2 fichiers d'exploitation des données a été évidemment reprochée à Adecco Intérim. Donc, il y a eu une plainte en justice de plusieurs associations de l'époque et Adecco Intérim a été condamné à verser plus de 25 000 € de dommages et intérêts. Alors, il y a d'autres cas, encore un récemment qui s'est produit en Belgique en mai, je crois, 2020. Ça concerne un CPS bruxellois, je ne citerai pas le CPS en question, mais ce CPS a été également condamné par le tribunal du travail parce qu'il a retiré le RIS, donc le revenu d'intégration sociale, à l'une de ses bénéficiaires, qui s'était vu proposer un contrat d'insertion article 60. Mais cette personne porte le foulard et il s'avère que le CPS en question a refusé d'octroyer ce contrat de travail à cette personne qui ne voulait pas retirer son foulard. Donc, elle a été en justice et elle a obtenu gain de cause. Ces 2 exemples que je voulais quand même illustrer avant de passer à ce qui nous intéresse, nous, en tant que politique, et je suis très contente d'être ici avec le ministre, notamment le ministre de l'Emploi, Bernard Clairfailly, parce qu'il sait que je l'interpelle très régulièrement en commission emploi sur toutes ces questions de discrimination. Je le sais aussi très sensible et très engagé aussi sur la question. Mais ce qui est intéressant aussi, on l'a rappelé, c'est que
Évidemment qu'on a expliqué que les discriminations proviennent de stéréotypes qui conduisent à des préjugés. Ensuite, quand on laisse, en fait, c'est un peu la fameuse pyramide de la haine, en fait, hein. Ça commence bêtement avec des stéréotypes, des préjugés, puis ensuite des discriminations. Et puis, ça peut, au fur et à mesure, conduire à des délits, des propos haineux, des délits et parfois des crimes. Enfin, on a vu récemment un crime homophobe horrible arriver. Je veux dire, si on ne traite pas à la source le problème, si on le banalise, on risque d'avoir des situations dramatiques comme celle qu'on a connue le week-end dernier concernant ce jeune David qui a été assassiné lâchement parce que homosexuel. Rappelez-vous également qu'à Scarbeck, il y a une vingtaine d'années, une famille avait été lâchement assassinée par leurs propres voisins, un sympathisant de l'extrême droite. Donc, cette famille Isnasni, voilà, un acte raciste, mais un acte criminel, hein, donc c'est un crime raciste. Et donc, c'est important, et je suis assez rassurée d'entendre de tous les intervenants cette nécessité vraiment de s'attaquer aux causes profondes du racisme et des discriminations pour pouvoir y apporter des solutions concrètes mais adéquates aussi. Sinon, on va vraiment rater l'objectif de cette société inclusive que nous appelons de nos voeux. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les mesures que le gouvernement s'est engagé à prendre. Monsieur le ministre l'a très bien fait. Il a parlé d'une série de dispositifs, du code bruxellois de lutte contre le racisme. C'est un code qui va en principe voir le jour prochainement. Donc, la semaine passée, en commission d'égalité des chances, j'avais interpellé la secrétaire d'État, Nawel Benamou, qui nous a présenté toute la planification de ce futur code de lutte contre les discriminations qui, en principe, nous sera présenté en septembre et qui il sera donc rendu effectif dès le printemps prochain, donc en printemps 2022. Ce que je voudrais peut-être insister là maintenant, c'est de pouvoir revenir sur l'un des dispositifs. Monsieur le ministre Bernard Clairfailly en a parlé. C'est le dispositif de l'ordonnance dite testing, l'ordonnance de lutte contre les discriminations. Donc, pour rappeler un peu ce que Monsieur le ministre vient de dire, c'est une loi, donc une ordonnance qui a été votée fin 2017, qui est entrée en vigueur en 2018, qui est en soi un instrument intéressant parce que c'est une première en Belgique, à Bruxelles, de pouvoir se doter d'un dispositif qui permet à l'inspection régionale de l'emploi de pouvoir effectuer des tests de situation ou des tests de discrimination, si vous préférez. Donc concrètement, c'est quand l'inspection régionale de l'emploi est saisie d'un signalement, d'une plainte, ou que ces plaintes, signalements proviennent de l'UNIA ou de l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes, l'inspection régionale de l'emploi peut alors effectuer des tests de situation via des appels mystères, donc des appels anonymes, ou bien par l'envoi de CV anonymes. On a rappelé que malgré l'existence de ces dispositifs, qui reste vraiment un dispositif intéressant à saluer, force est de constater malheureusement que les tests sont très très peu nombreux. En fait, on se rend compte qu'il y a peu de signalements, sans doute peut-être parce qu'aussi le dispositif est méconnu. Enfin, je ne sais pas si parmi les participants ici, je vais aussi vous poser la question et vous pouvez aussi répondre par le chat. Est-ce que vous connaissiez l'existence de cette ordonnance, donc cette loi bruxelloise, qui concerne ces fameux tests anonymes ou ces appels mystères? Est-ce que vous saviez que l'inspection régionale de l'emploi peut se saisir d'une plainte et pouvoir effectuer ces tests de situation sur les lieux de travail, donc pas en y allant physiquement, mais en appelant ces lieux de travail et pouvoir constater s'il y a discrimination ou pas. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de cet outil juridique? C'est dommage de ne pas voir les gens parce que tous les écrans sont noirs. Du coup, je ne sais pas si ça réagit sur le chat, mais on pourra y revenir dans le débat. En tout cas, voilà, je crois que ce qui est intéressant de rappeler ici, c'est qu'au vu de l'expérience de ces fameux tests qui sont très peu nombreux, pour vous donner un exemple, en 2018, il y a eu 15 signalements et de ces 15 signalements, en fait, il y a eu très très peu de tests en fait qui ont été effectués. Enfin, 4 ont fait l'objet de tests de situation, 3 ont fait l'objet d'un avertissement, parce que bon, parfois il y a des avertissements, il ne faut pas forcément toujours aller en justice. Et voilà, c'est très très peu. En 2019, 17 signalements seulement, et 2 tests de situation et 4 avertissements. Alors évidemment, l'objectif n'est pas de
d'ester en justice, de poursuivre tous les employeurs j'aime beaucoup cette idée de se dire ne polarisons pas, ne créons pas comme ça 2 blocs, antinomiques, les bons petits, chercheurs d'emploi et les mauvais employeurs, c'est pas l'objectif. Mais force est de constater que même si l'objectif est la mise à l'emploi des personnes, notamment de ceux qui sont davantage discriminés et qui, malheureusement, doivent aussi vivre avec, une multitude de discriminations parce que c'est important de les croiser. On a parlé de l'approche systémique et l'approche intersectionnelle, selon que vous soyez une femme en situation de handicap, d'origine étrangère, âgée de 55 ans, vous cumulez une série je veux dire, de caractéristiques, je ne dirais pas d'handicap, pour moi ce sont une série de caractéristiques, mais qui peuvent s'avérer être un handicap dans votre recherche d'emploi. Donc évidemment que vous avez plus de risques de connaître une discrimination à l'emploi et donc évidemment qu'il faut viser la mise en emploi, il faut viser l'insertion professionnelle, mais les discriminations ne s'arrêtent pas aux portes des entreprises, malheureusement. Malheureusement, quand vous êtes engagé, quand vous êtes sous contrat et que vous commencez à travailler, vous êtes encore peut-être parfois susceptible de connaître des discriminations. Je veux dire qu'il faut vraiment garder à l'esprit aussi que oui, la mise à l'emploi, c'est un objectif, mais il faut poursuivre ce travail d'éducation, de formation à la diversité, à l'interculturalité. On a parlé de la déconstruction des préjugés, des stéréotypes. C'est important de mettre les moyens. C'est en ça où, moi, dans mon travail parlementaire, pour vous situer un peu quel est mon rôle de parlementaire, c'est à la fois d'interpeller le gouvernement, donc, par exemple, monsieur le ministre Bernard Clerfailly qui est avec nous ici, donc l'interpeller le ministre, mais aussi de venir dans une démarche constructive, de pouvoir faire des propositions. Et pour l'instant, je travaille beaucoup sur cette proposition de la modification de l'ordonnance testing parce qu'elle me tient à cœur dans la mesure où j'estime, et je ne suis pas la seule, le groupe écolo est très attaché à pouvoir performer ce dispositif intéressant parce que sinon, c'est un dispositif en fait qui est plutôt un dispositif qui va valoriser des tests réactifs. Or, je pense qu'on peut vraiment soutenir des tests proactifs, non pas pour aller faire la guerre à tous les employeurs, mais parce que je pense que cette ordonnance testing qui demande à être revisée, qui n'est pas la panacée, donc ce n'est pas la solution à tous les problèmes, c'est une des pistes de solution, c'est une des pistes de réflexion. Je pense qu'il faudrait d'abord, en plus des appels mystères et des CV anonymes qui existent déjà, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à pouvoir permettre aussi des visites sur le terrain, comme ça existe par exemple pour les contrôles des inspecteurs dans des services qui emploieraient des travailleurs au noir. Nous savons aujourd'hui que l'inspection peut en tout cas faire des contrôles pour voilà, constater des engagements en noir. Donc, on pourrait imaginer que l'ordonnance testing soit en tout cas revue, revisitée pour pouvoir permettre aussi des contrôles en présentiel, physique. Nous pourrons aussi imaginer qu'aujourd'hui, nous savons que ces appels mystères se font par téléphone, mais ne sont pas enregistrés. Donc, vous imaginez l'inspecteur régional qui fait ces appels, qui doit en plus, je veux dire, après se souvenir de l'entretien téléphonique et de tous les critères de discrimination, c'est compliqué. Et donc, je trouve que l'idée de l'enregistrement, du coup, qui serait balisé, donc il y aurait des balises légales, permettrait aussi de faciliter le travail des inspecteurs. Parce qu'en fait, les inspecteurs, ce qu'ils demandent, c'est d'être aussi soutenus, qu'ils aient plus de moyens, qu'ils puissent faire le travail correctement. Or, aujourd'hui, on constate que dans la réalité, c'est compliqué. Dans la réalité des inspecteurs régionaux, il faut vraiment les doter de moyens supplémentaires pour qu'ils fassent un travail efficace de contrôle, puisque malheureusement, qu'on le veuille ou non, les discriminations sont légion, elles sont courantes, et comme l'a très bien rappelé Fatima Zibou, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire, ce n'est que sur base des signalements et des plaintes qui sont effectuées ou déposées par des gens qui sont avertis, qui ont un recours au droit, une connaissance de leurs propres droits. Ce n'est pas le cas de la majorité des personnes. Et d'où l'importance de sensibiliser, d'informer. Je vous remercie. Je termine avec ça. Voilà, et donc d'informer parce que je crois que ça va être la clé vraiment de la lutte contre les discriminations et de ce vœu d'inclusivité qu'on appelle tous de nos vœux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentive. Merci à vous, Madame Tar.
Merci beaucoup pour votre intervention et sur cette note d'espoir pour plus d'inclusivité. On conclut ce premier round, cette partie de présentation. Je propose peut-être qu'on re-rentre dans ce webinaire, si vous le voulez bien. Du coup, je vous propose maintenant de relayer 2-3 questions qui proviennent du coup de notre groupe de travail sur les discriminations, avant de laisser la parole et les échanges au public. Tout d'abord, vous avez déjà eu l'occasion, certains d'en parler, notamment Fatima Zibou, de l'impact du Covid sur, les discriminations à l'embauche. Et voilà, j'aimerais bien un peu qu'on se penche quelques minutes plus en profondeur là-dessus. Quels sont, s'ils sont déjà visibles, les impacts de la crise sanitaire et épidémiologique qu'on connaît actuellement sur les discriminations à l'embauche? Est-ce qu'elles tendent à s'accentuer? Est-ce que certaines personnes sont plus concernées que d'autres? Je ne sais pas qui veut prendre la parole à ce sujet-là. Fatima Zivou, oui. Oui, oui, c'est important quand même de tenir compte du contexte dans lequel nous sommes, hein, qui est très particulier et qui impacte le marché de l'emploi et qui va l'impacter encore plus dans les prochains mois. Il faut en être conscient. Alors, la réalité est que il est difficile d'avoir une vue fine et précise de l'impact réel, dans le sens où on se rend compte que la plupart on se rend compte qu'il y a une désaffiliation. C'est-à-dire, désaffiliation, c'est un concept qui a été développé par Castells dans un bouquin qui est formidable, qui s'appelle Les métamorphoses de la question sociale. Et donc, en fait, c'est le délitement entre les citoyens et les institutions. Et donc, les personnes ne s'adressent plus aux institutions. Donc, du coup, il est très difficile de mesurer plus précisément l'impact. Il y a pour le moment une recherche qui est menée à l'ULB avec André Area et Dirk Jacobs sur cette question-là en particulier. Il y a clairement un impact sur ce qu'on appelle l'économie informelle, qui a été fortement touchée, en tout cas, par ça, parce que voilà, ils ne bénéficient pas des mesures de type chômage temporaire, etc. Et puis, il y a le secteur de l'ORECA qui a été fortement impacté, événementiel, où on sait que les personnes, euh, voilà, dans l'ORECA, on sait que les jeunes sont particulièrement touchés par cette crise-là, mais aussi les personnes d'origine étrangère. Et moi, ce que je vois très concrètement, c'est l'impact de la crise sur la santé mentale des personnes, dans le sens où l'absence de perspective, et encore aujourd'hui, hein, vous avez vu un peu une notification, hein, on ne sait pas où on va, les perspectives sont très imprévisible, hein, c'est assez compliqué. Et donc, du coup, ça a des conséquences très concrètes sur la façon dont les personnes se projettent sur le marché de l'emploi. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte, comme pour chaque chose, de chaque situation difficile, il faut pouvoir en créer des opportunités, faire preuve de résilience, et que donc, il y a l'occasion aussi de faire des formations. On sait qu'il y a des métiers en pénurie, on sait qu'il y a des secteurs qui engagent, et donc tout l'intérêt est de sensibiliser les personnes, de créer un matching entre finalement le projet professionnel de la personne et les secteurs en pénurie et de faire rencontrer un peu l'offre et la demande. Pour moi, ça, c'est véritablement l'enjeu. Donc, quand il y a des gens qui viennent chez nous, généralement, ils ne savent pas trop quoi faire, mais c'est de dire, mais voilà, la liste, voilà, il y a des formations et donc, il y a des possibilités là. Donc, au lieu d'attendre que ça passe, hein, que l'orage passe, j'adore l'une de mes citations préférées, comme ça, vous le savez, c'est cette citation de Sénèque qui dit, au lieu d'attendre que la pluie passe, apprenons à danser sous la pluie. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans ce contexte, même s'il est particulièrement difficile, morose, mais voilà, l'être humain a une capacité de résilience formidable. Et donc, voilà, pour répondre à votre question. Je vois Merci que beaucoup. Mariam, ça lui parle, cette citation. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. Madame Orchidée. Je vois que vous levez la main. Oui, alors moi je vais parler, merci Romain de me donner la parole, et merci à Fatima d'avoir effectivement éclairé la difficulté que vivent les gens en période de Covid. Alors moi, comme je vous avais dit, hein, j'ai une double casquette, donc je suis aussi formatrice au sein d'ASBL dans l'ISP, donc à la COBEF et chez Infor-Femmes. Et c'est vrai que ce que nous on a vu, c'est qu'on a vu des femmes, alors je dis principalement des femmes puisque c'est des métiers d'aide à la personne, hein, donc des secteurs aussi en pénurie, hein, comme aide-soignante. Et donc,
conformes, ces femmes, et elles se sont retrouvées l'année passée dans une situation, enfin, de deux cohortes, c'est-à-dire deux formations consécutives, se sont retrouvées dans une situation vraiment où il y avait très peu de formations qui étaient proposées. Donc, elles ont fait chez nous une préformation. Elles sont prêtes, elles ont une remise à niveau suffisante, une détermination sur leur projet professionnel qui est très clair. Donc, elles savent qu'elles vont faire ce métier parce qu'on a fait des stages avant où elles ont pu expérimenter ça. Et donc, elles se retrouvent dans un métier où, finalement, la suite n'est pas possible. Donc, le projet a été bien pensé. Elles ont fait, pour certaines, des remises à niveau en français, des remises à niveau chez nous, en plus, comme on le fait chez nous aussi, avec la dimension emploi. Donc, elles sont très au clair avec les réalités de leur métier, mais elles se sont retrouvées sans formation proposée, puisque la Covid a fait que les lieux de formation, et nous-mêmes, on est soumis à ces difficultés-là aussi, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'il faut proposer, puisqu'on doit réduire le nombre de personnes, on doit faire en sorte qu'on ne soit plus en présentiel. Et donc, ce qu'on fait avec des groupes de femmes, et ça, je le souligne quand même, et je pense qu'effectivement, Fatima aussi le rencontre, et les autres intervenants, hein, M. Clarfailly aussi, notre ministre, ainsi que Farida, quand on parle de ces difficultés que les gens ont à rentrer et à conserver un emploi, c'est aussi le fait qu'à un moment donné, mais elles se retrouvent dans des situations où elles doivent faire un gros effort. Et chez nous, elles ont dû faire une semaine de formation intensive. On parlait effectivement de problèmes liés aux aspects numériques. La fracture numérique est présente. Pendant une semaine, elles se sont mises à acquérir des compétences pour justement arriver à suivre une formation en distanciel. Et ce qu'on a remarqué, que celles qui ont commencé en distanciel cette année-ci au mois de janvier étaient encore plus présentes dans les cours qu'on faisait avec elles, dans le suivi qu'on avait avec elles, dans les évaluations qu'elles devaient faire, dans les travaux qu'elles rendaient. Et donc, on voit bien que quand on parle de discrimination, il faut changer ses lunettes, hein, ouvrir ses œillères, et que ces femmes qui sont compétentes et motivées elles sont prêtes pour l'emploi, prêtes pour la formation en ce qui nous concerne, et pour d'autres, prêtes à la mise à l'emploi. Donc, ce n'est pas une question de couleur de peau, et malgré le Covid, elles sont présentes. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur un des sujets qui a... Je crois que Bernard voulait, Monsieur le ministre, voulait juste répondre rapidement. Parce que je ne vois pas toutes les miniatures. Je voulais juste ajouter, répondre à la question générale, on a déjà bien répondu, mais puisque la situation va se dégrader sur le marché de l'emploi, soyons clairs, hein, les faillites vont seulement arriver, donc on s'attend à avoir une progression, c'est bien malheureux, mais du chômage, et donc la situation va se dégrader sur le marché de l'emploi. Je crains qu'il y ait plus de risques de discrimination. Hein. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut savoir. Est-ce que pour autant on a la solution? Ça, je n'en sais rien, mais il faut dire les choses. Et deux, comme l'a dit Orchidée, la Covid a bouleversé tous les parcours de formation. Ils ne sont déjà pas faciles en temps normal. Il y a parfois des interruptions de trajet en temps normal, entre guillemets, et encore plus avec la crise Covid. Tous ceux qui sont à l'école le savent, à l'université le savent. Ça touche aussi tout le secteur de la formation professionnelle. Donc, au plus vite on retrouve un parcours des situations normales, au plus vite on s'en sortira. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément de réponse. Maintenant, j'aimerais bien revenir Excusez-moi, voir... je suis très... Farida Oui, aussi. désolée. Bon, voilà, on est lancé, mais c'est un sujet vraiment important, crucial, parce que c'est vrai, vous faites bien de le mentionner, hein, la crise sanitaire a exacerbé les inégalités sociales, a renforcé aussi a creusé le fossé entre ceux qui peinaient déjà à trouver un emploi, et puis ceux qui en ont. Et c'est vrai que malheureusement, les prochains mois, les prochaines années vont être encore plus difficiles. Et un élément qu'on a peut-être pas évoqué ou pas suffisamment assez, c'est tout le soutien aussi, en plus évidemment du dispositif, de l'outil numérique, parce qu'on sait que la fracture numérique est aussi une fracture sociale, sociétale. Il y a tout le soutien, l'associatif en fait, et y compris tous les services d'insertion, parce que lutter contre les discriminations et miser pour l'emploi des personnes, c'est aussi garantir des subventions structurelles et permanentes. Or, on se rend compte que c'est un cri aussi des travailleurs sociaux qui sont vraiment, qui travaillent à flux tendu, qui n'en peuvent plus, et qui sont évidemment engagés par conviction, mais qui nous demandent aussi, nous les politiques, d'en faire vraiment une priorité, de dégager des moyens supplémentaires. Alors c'est vrai, on a voté les budgets il n'y a pas longtemps, ils ont été largement augmentés, mais ça reste encore insuffisant. On va vraiment rester honnête, c'est pas
à mon sens, encore à la hauteur des enjeux. Je pense qu'on peut faire mieux, on doit faire mieux. Et c'est vrai que le soutien à l'associatif qui fait un travail remarquable sur le terrain ne doit pas être occulté. Vraiment, je le dis, je profite aussi de la présence de monsieur le ministre. Je sais qu'il ne va pas me contredire à ce niveau-là, mais vraiment, il faut y mettre les moyens parce qu'on a besoin du secteur associatif. Et le secteur associatif, il est très large, hein. C'est aussi Actiris, par exemple, même si c'est une institution. C'est aussi doter des moyens de toutes les structures qui nous aident, nous les politiques aussi, parce que c'est un travail de co-construction qu'on ne fera pas tout seul de notre côté et vous de votre côté. Merci beaucoup pour enfin, d'avoir souligné aussi cette question de moyens. Ça me permet de faire la transition et du coup de poser la question à Monsieur Claire Failly. Voilà, quelles sont les pistes envisagées au sein du gouvernement bruxellois pour débloquer plus de moyens, notamment dû voilà, aux défis qui découlent de la crise du Covid qu'on connaît actuellement. Et une deuxième petite question par rapport à ça aussi au niveau des outils. Vous aviez parlé notamment du data mining qui était, envisagé et en travail, enfin en réflexion. Je voulais savoir, où est-ce qu'on en était et quand est-ce que ça verrait le jour? Et aussi, voilà, cette question d'entretenir enfin de passer du testing, téléphonique au testing présentiel. Voilà, c'est beaucoup de questions, désolé. Je vous laisse la parole. Plus de moyens. On peut toujours avoir besoin de plus de moyens, très certainement. Rappelez simplement que le gouvernement bruxellois et la majorité qui le soutient a voté des moyens supplémentaires dans le cadre de la crise Covid qui sont d'1 milliard. On aura presque 1,5 milliard de déficit supplémentaire, donc de dépenses au-delà de nos recettes pour l'année 2020, alors qu'on a un budget d'environ 5 milliards. Donc, on a engagé quand même pas mal de moyens. Je suis d'accord que ce n'est pas assez. Et la question n'est pas de savoir si on en mettra assez, parce que les besoins sont illimités, et on aura encore ceci. La question, c'est qui va le payer? Et l'argent qu'on emprunte, c'est une charge qu'on met à nos enfants, ça veut dire à vous quand vous travaillerez. Donc voilà pourquoi on doit mettre beaucoup de moyens pour faire face à la crise, mais on ne doit pas en mettre tellement trop que vous devrez faire des économies demain sur les politiques qui seront nécessaires demain pour assurer le fonctionnement de la société quand vous serez adulte et que vous aurez des enfants à l'école ou ceci ou cela. Donc voilà, c'est ça la difficulté de l'équilibre. Mais tous les pouvoirs publics, partout en Europe, dans tous les pays du monde, ont mis beaucoup de moyens pour lutter contre cette crise. Et la question est celle de l'ampleur des moyens que l'on peut mettre. J'aimerais bien, excusez-moi, j'aimerais bien faire intervenir Farid Attar qui fait des petits visages comme ça. Donc, si vous pouviez intervenir après Monsieur Claire Failly, ça serait génial. Mais sur les moyens, je m'arrête là, sinon je réponds aux autres questions. C'est comme vous voulez, mais comme je vois qu'elle voudrait interagir. Tous les moyens, je vous confirme que, tout ce qui est associatif n'a pas reçu, tous les moyens ont été maintenus par le gouvernement. On a augmenté les moyens dans une série de secteurs importants, comme le social santé, et on a accordé des moyens dédiés spécifiques à Actiris aussi pour pouvoir prendre en charge un plus grand nombre de chercheurs d'emploi qui vont arriver chez Actiris. Je ne vais pas rentrer dans le détail, donc des moyens ont déjà été attribués dans une série de politiques. Mais vous avez entièrement raison, ce n'est jamais assez. Les moyens ne savent jamais rencontrer les besoins. Les besoins sont illimités et les moyens sont limités. J'ai fait l'étude d'économie, c'est la base, le premier cours d'économie, je ne sais pas si on vous l'a appris comme ça, mais les besoins sont illimités, les moyens sont limités. Oui, mais non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que je suis quelqu'un d'expressive, hein, je ne peux rien vous cacher. Mais quand on parle du moyen, enfin, peut-être le désaccord que j'ai avec le ministre, c'est quand on dit que, évidemment, que la charge va être reportée sur la population. C'est vrai, mais j'ai aussi envie de dire, juste, c'est pas vraiment une contradiction, mais peut-être le compléter pour dire, mais en fait, quand on investit dans l'emploi, quand on investit dans l'insertion des gens, c'est aussi un investissement, en fait. Parce que, enfin, on ne doit pas vous rappeler que le chômage, ça coûte à l'État aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand on voilà, un allocataire social, ça coûte aussi. Et donc, quelque part, quand on investit dans l'emploi, quand on met les gens au travail, on y gagne aussi. Et c'est vrai qu'il faudrait réfléchir
où on va chercher l'argent. On doit emprunter évidemment, toute la collectivité y participe, mais je pense que c'est aussi une vision de société. Est-ce que c'est les plus gros qui vont continuer à s'enrichir au détriment des plus petits? C'est une vision sociétale. La mienne, tout le monde connaît un peu, celle que je prône, c'est une meilleure répartition des richesses. Voilà, c'est un autre sujet, mais je crois que c'est important de chercher l'argent là où il se trouve. On ne peut pas dire que malgré la crise sanitaire, malgré les emprunts, malgré les enjeux et les difficultés qui nous occupent, l'argent, il existe, hein. On est une des villes les plus riches d'Europe, hein. Je ne peux pas penser que Bruxelles, est à ce point, pauvre, on n'a pas les moyens. Donc je pense que c'est aussi une volonté politique, une priorité. Alors, je sais qu'on a ici avec nous et d'ailleurs, vous savez qu'Écolo est aussi au gouvernement, donc ce message, je le dis aussi à mon propre parti quand on doit négocier, des priorités de projets. Évidemment, moi, je viens un petit peu les embêter par rapport à cette priorité de mettre l'argent là où il doit se trouver. C'est-à-dire la lutte contre les discriminations, c'est aussi un enjeu crucial. C'est une priorité pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. Je suis désolée et peut-être même au sein de certains partis, les sensibilités sont différentes. Pour moi, je sais que c'est la clé et le nœud d'une série de problématiques qu'on pourrait résoudre en mettant les moyens et j'estime, vraiment je le dis, que les moyens restent insuffisants. Vraiment, et je dis ça parce qu'on va devoir réajuster les budgets bientôt, on va voter les budgets de l'année prochaine et je pense vraiment que malgré la situation de la crise, on peut faire mieux et je suis sûre qu'on fera mieux. Enfin, je pense que monsieur le ministre est aussi enthousiaste que moi sur cette priorité qu'il va mettre dans la mise en emploi des gens parce que je pense que c'est ça notre priorité à tous les 2, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait moins de chômage. Donc on est d'accord, on est dans le même gouvernement, on va y travailler ensemble. On a peut-être des différences d'appréciation où moi je pense qu'il faut parfois aller chercher l'argent là où on ne le fait pas toujours. Voilà, chez les grosses fortunes quoi.